C'est parti. T'as vraiment fait du foot avec le Hezbollah? J'ai vraiment fait du foot avec le Hezbollah. Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile du Passeur Critique. On a mis pas mal de temps à se réunir une nouvelle fois derrière les micros, mais on est quand même là pour parler de ce début d'année cinématographique. On va aujourd'hui parler de Three Billboards, les panneaux de la vengeance de Martin McDonagh. On va parler de Pentagon Papers de Steven Spielberg. On fera aussi un rapide retour sur les films de 2017 qu'on n'a pas traités dans Transmission et qui sont ressortis, on va dire, de nos tops de fin d'année que vous pouvez consulter sur la page du Passeur Critique. Et enfin, comme d'habitude, on donnera quelques conseils. J'en profite pour remercier tout de suite notre sponsor Clair Obscur Productions qui non seulement nous prête pas mal de matériel, mais en plus aujourd'hui nous reçoit en ses locaux. Donc merci beaucoup de pouvoir nous aider à faire cette émission. Je suis de nouveau très très bien entouré. À ma gauche, bonsoir Julien Rambaud. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui tu as vu un film Disaster Artist, je crois. Tout à fait, de James Franco, qui était assez plaisant et sur lequel je vais écrire un article très prochainement. Oui, on se réjouit d'avance. Il y a monsieur Lucien Alflands qui nous revient de Beyrouth. Salut les gars. Tu n'as pas une petite annonce à nous faire concernant les films d'aujourd'hui ? Je ne les ai pas vus. Ou du moins si, mais en arabe, j'ai rien compris. Et enfin, nous avons Manuelas qui est là avec nous. Salut Olivier. Qui nous rejoint aujourd'hui direct de Stockholm. Je propose que nous commencions tout de suite à parler du film de Martin McDonagh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Donc ça c'est le titre original, puisque le titre français est quand même relativement trompeur et pas très beau en bouche. Donc Three Billboards, les panneaux de la vengeance. Et on va en parler tout de suite. So, Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime. In 3, 2, 1. And as sad as the spectacle of these billboards might be, this reporter, for one, hopes this finally puts an end to the strange saga of the three billboards outside. This doesn't put an end to shit, you fucking retard. This is just a fucking start, bitch. Alors, gros succès critique de ce début d'année, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, c'est donc le nouveau film de Martin McDonagh, à qui nous devons In Bruges et aussi 7 psychopathes. Ici, il a recruté Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell et aussi Peter Dinklage. C'est l'histoire donc de Mildred Hayes, qui est incarnée par Frances McDormand, qui est une mère de famille dans un bled du Missouri, et sa fille adolescente a malheureusement été sauvagement assassinée quelques mois plus tôt avant le début du récit. Et elle décide de louer 3 grands panneaux publicitaires où elle va placarder un appel direct aux forces de l'ordre de sa petite ville de Ebbing en leur disant qu'ils ne font rien en gros, et pour rappeler sa douleur et rappeler le fait que l'enquête piétine. Julien, tu as vu le film, tu as écrit un papier pour le Passeur, je crois, donc tu vas avoir l'honneur de commencer sur ce film. Tout à fait, je trouve que c'est divertissant et plaisant, mais il y a une telle surcharge en fait d'événements dramatiques dans l'histoire, dans le scénario, et une telle accumulation de tares et de problèmes chez les personnages que ça en devient assez indigeste. On dirait que le réalisateur veut nous en foutre plein la vue, nous en mettre plein les yeux, et il y a trop de climax, il y a trop une volonté de faire un grand film. En même temps, il y a un casting au top, il y a des personnages bien interprétés quand on les laisse jouer, quand on les laisse vivre, et donc il y a des scènes assez émouvantes. Je pense que c'est un film à voir. C'est un peu difficile de parler du film sans l'enfoncer dans un sens ou dans l'autre, parce que il est assez contradictoire sur les émotions qu'il peut susciter. Après, c'est vrai qu'il y a une overdose complète, une surenchère
dans les tares des personnages. Il y a un côté mélodramatique, mais qui vire directement plus vers le soap que vers le grand mélodrame, à mon sens. L'empathie est un peu difficile sur ces personnages-là, peut-être à l'exception du shérif campé par Woody Harrelson, qui est le personnage d'une certaine façon qui est le moins débile du lot, on va dire, et qui, à mon sens, aussi parce que les 3 panneaux de la vengeance répondent aux 3 lettres que va envoyer aussi ce chef de la police, une à sa femme, une à Mildred et une à un de ses auxiliaires. Et c'est à ce moment-là que je trouve l'émotion naît, mais après souvent il y a une écriture vraiment qui est assez grossière sur plein de développements du personnage. Le personnage de Mildred, heureusement qu'il est interprété par Francis McDormand, parce qu'il est pas très bien écrit sur plein d'aspects, notamment tout ce qui est lié au trauma vis-à-vis du moins la douleur de la disparition de sa fille. On a vraiment la scène conflictuelle, on montre que c'était pas un long fleuve tranquille entre elle et sa fille, et la scène suivante, elle est en train de se confier face à la caméra avec en regardant une biche dans la prairie, et t'as le côté thèse, antithèse. C'est lourd, c'est extrêmement lourd dans l'écriture, ce qui est dommage parce qu'il y a effectivement un casting royal, il y a un vrai plaisir de jeu que tu sens des comédiens interpréter des personnages plus grande nature, le côté aussi complètement badass de Francis McDormand qui va baffer les gosses à la sortie de l'école, qui s'en laisse jamais compter, mais voilà, c'est plutôt un film recommandable, mais c'est pas le grand film. Je rejoins d'ailleurs mon ami Manu pour dire que cette scène de flashback pour revoir l'émotion avec sa fille et qui est suivie par la scène de la biche est pour moi vraiment les 2 scènes les plus ratées du film et les plus insupportables. Et moi, je prends la parole pour la donner à Oli. Non, j'ai pas grand chose à dire, je vais un peu abonder dans votre sens. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est que, bon, en effet, il y a des acteurs qui sont vraiment capables, il y a des scènes qui sont particulièrement bien jouées. Après, il y a une lourdeur générale sur le mélodrame, sur même Sam Rockwell, qui est vraiment assez bon. Même lui, dans son interprétation, je le trouve lourd. Enfin, sa démarche. Il est lourd parce qu'il est en fait, il a conscience d'être plus intelligent à mon sens que son personnage. Moi, c'est un truc qui me gêne un petit peu dans ce qu'on a vachement loué l'interprétation de Rockwell, qui est le personnage qui a l'arc narratif le plus développé de tout le film. Mais je trouve qu'il y a un côté un petit peu où il est un peu au-dessus de son personnage, et ça me pose problème un petit peu dans l'interprétation du rôle. Je trouve le personnage super intéressant, mais je le trouve pâteau même dans son jeu. Je trouve qu'il en fait un peu trop. Je trouve, il y a plein de trucs qui font trop. Il y a beaucoup de trucs qui sont surécrits. Mais en plus, c'est ça qui est embêtant dans ce film, c'est que souvent c'est surécrit, mais c'est drôle en même temps. Je veux dire, il y a une scène par exemple où Frances McDormand trouve un prêtre chez elle qui est en train de discuter avec son fils. Le dialogue est super bon, c'est super drôle, ça marche, mais t'y crois pas en fait, parce que tu sens le truc préparé. C'est impossible qu'elle sorte un discours comme ça à ce prêtre à ce moment-là, même si ça fait quand même rire. Enfin, il y avait des rires dans la salle à ce moment-là, quoi. Martin McDonagh, c'est un dramaturge à la base. On sent qu'il a un vrai talent pour l'écriture de dialogue. Et des fois, il fait peut-être un peu trop confiance aussi à son scénario. Des fois, je trouve que la mise en scène n'est pas hyper inspirée. On est dans des trucs assez plan-plan. Puis des fois, il nous réveille quand même avec, par exemple, un plan séquence où le personnage interprété par Sam Rockwell va exprimer toute sa colère dans un moment très précis. Et ça nous réveille parce que c'est tourné en un plan, c'est assez réussi. Mais ça chie un peu dans la colle au niveau du cadre, mais bon, c'est... Ouais, mais l'énergie du personnage, ça retranscrit bien l'énergie du personnage à ce moment-là, je trouve. Moi, je trouve que c'est une très belle scène aussi. C'est difficile de l'aimer complètement et c'est difficile de le détester aussi. On est vraiment sur un film qui a de bonnes intentions, mais qui surcharge la barre. Ouais, qui a quelquefois les qualités de ses défauts. Tout à fait. Par exemple aussi, un moment que je trouve lourd, c'est que, c'est un exemple, mais il y en a 1000 comme ça. 2 fois, on parle du père des enfants démissionnaire de Frances McDormand, et à chaque fois, on nous dit les 2 fois que c'était un gars violent qui tapait sur sa femme, etc. Et la première fois qu'on le voit, boum, ça part en sucette. Il menace son ex-femme, il l'étrangle, il la colle contre le mur. Enfin,
Voilà, on a compris quoi les gars, c'est un peu... Et le fils sur le couteau, ce qui est assez ridicule aussi en plus, surcharge encore. On est obligé de penser à la référence avouée du film qui est Fargo, de par Francis McDormand, de par l'emprunt même du compositeur qui en plus compose un thème assez proche de celui de Fargo. Moi, ça m'a même perturbé sur l'ouverture du film, puisqu'on a grosso modo le thème de Fargo repris comme sous une forme de ballade un peu irlandaise. Je suis pas sûr que ça joue forcément en faveur du film. Ceci dit, je le trouve, comme Olivier l'a dit, c'est difficile de ne pas aimer le film parce que je trouve quand même qu'il est assez habile, parce que autant je vois les ficelles, autant je suis quand même ému finalement, et autant il y a des scènes qui arrivent à m'émouvoir, la scène qui est qui est un petit peu appuyée avec les panneaux en feu, etc., arrive justement à m'émouvoir, et je trouve qu'il est assez habile pour faire naître de l'émotion, alors même qu'on sent qu'il veut nous l'imposer. Bon, si on en est à sortir les qualités du film, c'est vrai que aussi la fin est assez surprenante et assez subtile pour le coup. Je veux dire, la dernière scène. Je sais pas si vraiment elle est si subtile que ça, ou si c'est une sorte un peu de politiquement correct qui s'installe aussi dans cette fin-là. Très bien, bon, on va passer tout de suite à Pentagon Papers de Steven Spielberg. The way they lied, those days have to be over. Okay, people are concerned about having a woman in charge of the paper. That she doesn't have the resolve to make the tough choices. Thank you, Arthur, for your frankness. I'm asking your advice, Bob, not your permission. She can't do this. The legacy of the company is at stake. What will happen if we don't publish? We will lose. The country will lose. What are you going to do, Mrs. Graham? Alors 2018, c'est une année faste parce qu'on va avoir droit à 2 films de Steven Spielberg. Aujourd'hui donc Pentagon Papers, et on aura plus tard dans l'année Ready Player One. Et pourtant Pentagon Papers a été tourné après Ready Player One, qui a dû avoir par contre une post-prod conséquente. A priori, le sujet de Pentagon Papers, Steven Spielberg y pensait depuis un long moment, et puis il a décidé, suite à l'investiture de Donald Trump, il s'est dit c'est le moment de lancer cette histoire. Donc ça se passe en 65. On est dans la rédaction du Washington Post, et des documents top secrets concernant la guerre du Vietnam commencent à faire surface. Et en gros, ça va être toute la bataille du rédacteur en chef du Washington Post, qui est à l'époque un journal un peu en perte de vitesse, un peu trop familial, un peu trop plan-plan, qui s'appelle Brent Bradley, qui est interprété par Tom Hanks, et ça va être un peu son combat pour faire publier un papier sur ces fameux Pentagon Papers, et comment il va convaincre, entre guillemets, celle qui détient le journal, qui s'appelle Kay Graham, et qui est interprétée par Meryl Streep. Voilà, Manu, qu'as-tu pensé de ce film ? Comme tu viens de le rappeler dans ton résumé, c'est à la fois un film où Spielberg se plonge dans le passé pour parler de ce qui se passe aujourd'hui. C'est un grand film dossier qui se vit comme un thriller hyper haletant, qui est à la fois un plaidoyer pour la liberté de la presse contre le mensonge d'État, mais aussi un très beau portrait de femme, d'où découle le féminisme du film. Quand tu vois la place que doit se faire cette femme-là au sein d'un monde d'hommes, c'est justement là où tu vois la finesse du regard de Spielberg. C'est un film que je viens de découvrir cet après-midi. Je suis encore sonné parce que c'est un film, je trouve, qui se vit comme un match de boxe où chaque échange entre les personnages sont tendus constamment. C'est un film d'une immense concision, de sa scène d'introduction qui se passe in situ sur le front vietnamien, où on voit les soldats américains se préparer, et on a un personnage qui lui est en train de se préparer mais qu'on découvre dans un miroir. Et derrière lui se trouve sa machine à écrire, qui est grosso modo son arme à lui. Je suis assez d'accord avec toi en ce qui concerne la concision du film et le côté ramassé du scénario. Je trouve qu'il rend assez bien compte de l'agitation, de l'ébullition de l'époque, et de l'importance que peut avoir cette affaire, les répercussions qu'elle va pouvoir engendrer. Donc il y a une grande justesse psychologique. Je trouve qu'il y a une mise en scène très fluide, qui apporte beaucoup de mouvement. Après, moi, je suis pas touché par le film. Je trouve qu'il ne m'émeut pas. Je me suis interrogé pourquoi. Je suis pas sûr d'avoir compris. Je pense que je le trouve assez verbal, et que le scénario, je pense que c'est une question de sensibilité. Je le trouve un poil austère pour m'émouvoir. Pour moi, dans toutes les confrontations justement entre les personnages
qui dialoguent, qui exposent leur point de vue contradictoire. Spielberg te fait pénétrer vraiment au sein de ce qui les oppose par la manière dont ils sont placés dans le champ, dont ils vont bouger dans le cadre, dans la manière dont la caméra va prendre le parti de l'un ou de l'autre, soit par la manière dont elle est angulée vis-à-vis des personnages en plongée ou en contre-plongée. C'est, je trouve, d'une brillantissime pour un truc qui pourrait être complètement plan-plan, chiant, un petit peu comme un film comme Spotlight qui est toute proportion gardée, qui n'est pas un film détestable, mais qui tenait plus vraiment du téléfilm académique. Et là, pour le coup, on a vraiment la différence avec quelqu'un qui habite son sujet, avec une mise en scène, avec un point de vue sur ses personnages, et qui fait vivre de l'intérieur les conflits que vivent ces personnages-là. C'est un truc qu'on devrait montrer en école de cinéma pour un espèce de manuel de comment rendre excitant à l'image des scènes qui sur le papier doivent être boring à crever. Enfin, c'est juste, voilà, Spielberg, il se pose toujours les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe dans les échanges de personnages à ce moment-là? Qui est en position de force? Qui est en position de faiblesse? C'est quoi l'enjeu? Et à chaque fois, il trouve une manière tout le temps renouvelée, intelligente, dynamique pour filmer ces échanges-là, et enfin c'est brillant, quoi. Enfin, c'est encore une fois, voilà, le roi est à la maison, à ranger les affaires, quoi. Pour revenir au personnage de Meryl Streep et à ce côté féministe, dans une scène et quelque chose qui se passe à la mise en scène à la sortie de la cour de justice, qui est juste une évidence, qui est hyper évident. Le film m'a tiré des larmes à la fin. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'est Meryl Streep, c'est peut-être parce que c'est John Williams, mais dans le rythme, il y a quelque chose qui fait que voilà, ça me touche droit au cœur, même si jamais tu dis le truc comme ça de manière plate, c'est lourd à crever, quoi. Oui, mais c'est que c'est constamment comme ça, la manière dont il développe, notamment la scène où elle va prendre la décision, qui est un immense échange, qui est extrêmement tendu entre 7 protagonistes au téléphone, elle, la caméra qui tourne autour d'elle, etc. Et jusqu'au moment où elle prend cette décision, c'est d'un brio, et pourtant, t'es jamais dans l'artifice de la caméra qui part dans tous les sens. T'es vraiment avec le personnage qui est submergé, qui au moment va prendre la décision de sa vie, et qui va aussi la définir en tant que femme derrière, et au moment où elle va prendre sa place au sein de cette société et de ce journal qu'elle a eu par héritage, et là où elle va vraiment s'imposer par sa décision. Ouais, et un truc que je voulais dire aussi, c'est à quel point Spielberg, c'est souvent dans sa carrière, parfois pas toujours, mais comme tu l'as souligné au début de ton intervention, Manu, il est juste toujours au bon moment. C'est un mec qui sait aujourd'hui être dans l'air du temps d'une manière absolument bluffante, je trouve. Il n'est pas dans l'air du temps comme Denis Villeneuve, on est d'accord, hein. Non. En raccord avec les thématiques et les grandes problématiques de son temps, quoi. Je rebondis encore une dernière fois sur Manu, quand tu parlais de mouvement. Quand je parle de fluidité de mise en scène, c'est ça qui est assez impressionnant, je trouve. C'est toutes ces scènes qui rendent compte, quand je disais de l'ébullition, de l'agitation qu'il peut y avoir dans le bureau, parce que tu as souvent des protagonistes principaux, 2-3 personnages, mais tu as aussi tout ce qui se passe autour et qui peut être assez riche en arrière-plan ou en second plan. Dans les bureaux, les prises de décision, les gens qui passent, qui avancent. Voilà, je trouve toujours qu'il y a une grande justesse avec ça dans la façon dont une pièce vit, en fait. Bah, vous mettez l'eau à la bouche, hein, les gars. Enfin voilà, c'est un metteur en scène fabuleux, il le montre, encore une fois, il le démontre de manière brillante, quoi. Ouais, et puis la manière dont il va par des idées visuelles, comment il t'éclaire sur les thématiques du film, notamment ce qui va faire le lien entre le retour de cette séquence d'introduction de guerre au retour au pays. C'est le personnage qui se retrouve dans l'avion, et par un effet de fondu entre les deux séquences, où le personnage est en train de se regarder lui-même face à sa propre conscience. Ça va être toute la démarche qu'on va avoir ces personnages-là, que va avoir Meryl Streep vis-à-vis de ce qu'elle doit faire, une fois qu'on a connaissance de ça, qu'est-ce qu'on fait? Qui fait justement que ce beau plan où elle descend les marches, elle a cette phrase avant, on n'a pas de discours à faire. En même temps, si je tiens une dernière fois compte de mon rôle d'avocat du diable ou de semeur de discorde, Olivier, tu disais à juste titre qu'il faudrait le montrer dans une école parce que c'est un exemple de ce qu'on fait avec un scénario qui a l'air assez emmerdant. Donc ce serait chouette de voir ce qu'il fait avec un scénario incroyable maintenant. Il l'a déjà fait. Mais par contre, on peut voir, parce que justement le film est écrit par le même scénariste que celui de Spotlight, et on peut voir grandement la différence.
Et enfin oui, on a dit souligné que c'était un film assez verbeux, c'est vrai, mais encore une fois, Spielberg a des idées purement visuelles qui foutent le frisson, quoi. Quand les machines, rotatives se mettent en route et qu'il y a la lampe qui tremble, et qu'est-ce que ça va communiquer au personnage de Bagdikian, c'est ça, enfin qui est un personnage assez important dans le film. En un plan, c'est magnifique. Kevin Costner, tu veux dire? Voilà, bref. Donc, allez voir Pentagon Papers, c'est vraiment un très bon film en ce début d'année qui donne foi en 2018. D'ailleurs, on va parler tout de suite de 2018. Est-ce que vous avez des attentes spéciales pour cette année ? Voilà, on vient de regarder un peu. Il va y avoir du Malik, du De Palma, plein de choses qui m'excitent toujours. Mais je vais vous parler de 2 films qui vont m'intéresser. C'est le prochain Verhoeven, Sainte Vierge, donc encore une production française avec Virginie Efira, dont il avait su tirer beaucoup de bonnes choses dans elle, je trouve. Et le premier film américain d'un réalisateur français que j'aime beaucoup, qui est Léos Carax, qui s'appelle Annette, et qui avait pour casting Adam Driver, Rooney Mara et Rihanna. Donc tu es une des seules personnes à avoir vu Valérian, c'est ça? Moi j'ai une sympathie inexplicable pour Rihanna, et donc voilà, j'étais curieux, mais je sais qu'il y a eu plein de changements, donc apparemment il reste de ces 3-là ne reste qu'Adam Driver, mais bon, on verra quand le film sortira en salle, voilà. Manu, au lieu de faire du mauvais esprit, quelles sont tes attentes ? Mes attentes, je vais continuer à faire du mauvais esprit, c'est Sicario 2. Non pas réalisé par Denis Villeneuve, justement parce que ça ne serait plus une attente, mais réalisé par Stefano Sollima, qui a signé auparavant ACAB et surtout le film Suburra. L'annonce de Sollima sur ce type de film m'enthousiasme beaucoup plus que du Villeneuve. Je pense qu'on vraiment va avoir un grand film sur la guerre de la drogue. Pour le coup, on évacue le personnage totalement inintéressant, qui était le personnage d'Emily Blunt, qui était un personnage complètement vide, et on se recentre sur le personnage de Brolin et de Benicio del Toro. Donc voilà, je suis très curieux de voir ce que va donner son premier film sur le sol américain. Julien. Alors moi, étant un fan de Paul Thomas Anderson et particulièrement de The Master, j'attends avec impatience de voir son prochain film avec l'immense Daniel Day-Lewis, dont nous allons beaucoup parler d'ailleurs au Passeur Critique, et qui tire sa révérence avec ce dernier film. Et alors j'attends également pas mal du dernier film d'Harmony Korine qui s'appelle The Beach Bum, et dans lequel Matthew McConaughey prend le premier rôle. J'attends un peu de voir cet alliage qui peut être très intéressant. Ok, de mon côté, outre The Shape of Water, dont on a déjà parlé pas mal sur le Passeur Critique et que je vous conseille ardemment en ce début d'année, j'attendrai pas mal du nouveau film de Jia Shanke, Ash is Purest White, donc le réalisateur chinois, l'auteur de Touch of Sin et de Au-delà des montagnes, avec de nouveau un film apparemment très ample qui se passe sur 17 ans, toujours avec sa femme Zhao Tao. Donc je suis encore une fois impatient de voir comment il va mixer l'histoire de la Chine contemporaine avec ses récits souvent assez romanesques. Voilà, donc j'attends beaucoup ce film. You've been my driver for every job since we met. You're the best in the business. I'm gonna need you behind the wheel again. One more job and I'm done. One more job and we're straight. Hey, baby. Why is he listening to music all the time? He had an accident when he was a kid. He's got mental problems? I'm the one got the mental problems in the crew. Position taken. Donc au moment des tops de fin d'année et même un peu avant ça, on s'était dit avec l'équipe que on profiterait des émissions de fin d'année ou de début d'année pour revenir sur les films de 2017 qu'on n'a pas traités ici dans Transmission. J'ai donc regardé un petit peu les tops de chacun et j'ai attribué un film à chacun qu'il a beaucoup aimé et beaucoup défendu pour en parler un peu ici, et on va ouvrir des débats mais qui seront courts sur chacun des films dont on va parler maintenant. Donc on va commencer tout de suite avec Julien qui va défendre ce soir Good Time des frères Safdie. Alors, oui, j'ai beaucoup aimé Good Time, qui est d'ailleurs numéro 2 de mon petit top, principalement pour des questions de rythme. Je trouve que c'est un film qui va du 100 à l'heure et qui a un sens du montage qui rappelle Martin Scorsese. Je trouve qu'il y a une adrénaline et une excitation dans le film qui m'ont beaucoup plu. Et en continuité de leur précédent film qui s'appelait Mad Love in New York, ils continuent à s'intéresser
un cinéma de losers, de marginaux, dans cette ville de New York qu'il filme autrement. Je trouve que de voir Robert Pattinson se laisser aller au milieu d'acteurs amateurs et d'acteurs qui ont par exemple vraiment connu la prison, etc., vraiment connu l'univers carcéral, a quelque chose d'assez beau. La façon dont il se laisse couler là-dedans, la façon dont il est perméable par rapport aux acteurs amateurs, sans la ramener outre mesure. Et l'interprétation aussi du frère Ben Safdie, qui joue un handicapé mental, assez touchante aussi. Voilà, je trouve que le film s'essouffle un petit peu à la fin, mais il y a 2 premiers tiers qui m'ont scotché à mon fauteuil, hallucinatoire, bien aidé par une bande son assez forte de On a Tricks Point Never. Voilà, qui participe beaucoup à cette ambiance cauchemardesque qui m'a rappelé After Hours. Voilà, si je peux mettre juste un petit bémol, en fait moi j'ai trouvé le film très peu aimable. Au début du film, j'étais pas du tout séduit par le montage, par les cadres qui sont toujours très 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 serrés. C'est un film qui est très agressif comme ça, et la musique aussi. J'avais des réserves sur la musique, surtout au début du film. J'ai mis pas mal de temps à rentrer dans le film, jusqu'à un moment, je trouve qu'il y a 1 heure au milieu du film qui est vraiment très bonne, qui commence plus ou moins cette scène où il va se réfugier chez une famille de Noirs américains, et où il va lier une relation assez touchante en fait avec la jeune fille qui est dans cette maison. Et d'autre part, je trouve que au niveau éclairage, ils font des choix qui sont pas évidents, mais qui tiennent bien et qui donnent vraiment une patte au film, un côté assez brut et cru. Ouais, voilà. Souvent, ils jouent avec des lumières très agressives, fluo et beaucoup de contrastes. Il y a quelque chose qui fonctionne, un parti pris qui est bien tenu. Après, au niveau du scénario, je trouve qu'à la fin, ça tourne un peu en rond, ça piétine. Voilà, mais il y a 1 heure au milieu du film qui m'ont vraiment saisi, et j'irai voir très probablement les prochains films des frères Safdie. Mais ceci dit, brut, cru, agressif, c'est tout pour me plaire. Manu, quoi tu vas nous parler toi ? Je vais vous parler d'un des films les plus marquants pour moi de l'année dernière. Alors je ne sais pas pour quelle raison a disparu des Golden Globes ou des Oscars, qui est Baby Driver d'Edgar Wright. Alors je ne sais pas si c'est lié au fait qu'un des acteurs du film, Kevin Spacey, était mis dans la tourmente ces derniers temps. Heureusement en tout cas, ça s'est passé après la sortie de Baby Driver, comme ça on n'a pas ce genre d'aberration du film de Ridley Scott où on re-shoot un film en vidant un acteur comme ça. Ça dit à passant, Baby Driver, c'est une expérience totale de cinéma, un film complètement sensitif. C'est la grande revanche d'Edgar Wright sur 8 années de développement d'Ant-Man chez Marvel, et après avoir été remercié. Donc voilà, c'est un film qui vous place complètement du point de vue de son personnage principal, qui est un personnage qui a un problème d'acouphène et qui écoute constamment de la musique. Et tout le film est monté, cadré, rythmé, de la gestuelle des acteurs, au raccord entre les plans sur cette musique-là, mais qui n'est pas une musique accessoire, qui est vraiment quelque chose qui va vous permettre de rentrer dans la peau du personnage. Et c'est vraiment une déclaration d'amour au cinéma dans sa forme la plus pure, où on ne se repose plus sur le dialogue, mais justement on véhicule tout le sens par l'image, par la musique, par les intonations, par la gestuelle, à la fois dans la relation basée sur la musique avec sa petite amie, mais aussi avec son colocataire, son tuteur, colocataire, sourd et muet. Pour le coup, on a plutôt défendu l'année dernière un film comme La La Land, du moins une partie de la rédaction de Transmission l'a défendu. Là, pour le coup, je trouve que Baby Driver tient beaucoup plus son étiquette de grande comédie musicale de l'année, même si l'aspect comique est beaucoup moins présent que dans les autres films d'Edgar Wright. Mais c'est vraiment un accomplissement de chaque instant dans la manière d'envisager l'outil cinéma, quoi. Moi, ce qui m'a vachement touché, en fait, ce que j'ai préféré dans Baby Driver, j'ai bien aimé le film, j'ai trouvé un poil trop long, mais je trouve que c'est un film profondément romantique. La relation entre le gars et sa petite copine, moi, je trouvais toutes les scènes touchées dans le mille direct, quoi. Et ça, je pense qu'elle touche dans le mille aussi, parce que je pense que Wright y a mis aussi beaucoup de lui, parce que on sait qu'il a commencé très tôt comme réa sur des plateaux, et justement qu'il avait des choses à prouver. Je pense qu'on le retrouve beaucoup dans le personnage de Baby.
Donc il y a aussi ce côté-là, la première rencontre est extrêmement maladroite entre les deux personnages en termes de dialogue, etc. Elle pourrait paraître limite niaise, et en fait, au fur et à mesure, plus elle va évoluer, plus leur relation va se baser, va s'équilibrer autour de la musique. Et je trouve le film est assez juste dans la relation qui se noue entre les personnages. Très bien. Lucien, de quoi vas-tu nous parler ? Je vais vous parler de Loving, qui est donc un film de Jeff Nichols mettant en scène le premier couple interracial à s'être uni aux États-Unis. C'est un film qui ressemble à ses personnages, en fait, qui fait pas de vagues, qui veut simplement raconter sa petite histoire comme ces personnages. Ces personnages veulent juste vivre leur vie sans qu'on les fasse chier. C'est deux acteurs qui sont excellents et extrêmement touchants. Par rapport aux autres films de Nichols, c'est peut-être un film où il se concentre avant tout sur ses personnages plutôt qu'une certaine symbolique quelquefois qui l'étirait jusqu'à la vider, à mon sens, à vider de son sens. Là, vraiment, le fait de faire un tout petit film qu'il a fait, je crois, en réaction à Midnight Special, qui a été très mal accueilli à Cannes, et donc de se recentrer sur une forme de classicisme sur cette histoire de personnage, je trouve que ça, au final, ça sert plutôt son cinéma. Ouais, ça se ressent fort dans certaines scènes. Je me souviens d'une scène simplement le couple s'enlace dans un canapé, ça dure une trentaine de secondes, il se passe presque rien, mais dans la totalité du métrage, ça prend toute une ampleur émotionnelle assez forte. Très bien, merci. Moi, par contre, je vais revenir vite fait sur Détroit, le film de Catherine Bigelow. Donc, c'était le troisième film qu'elle réalisait, qui est co-scénarisé avec Mark Ball, qui est un ancien journaliste d'investigation. Et en fait, on sent vraiment que ce sont trois films qui sont assez similaires, dans le sens où ça parle vraiment de la violence qui est inhérente à la société américaine, et la manière qu'elle a de faire du surplace, et la manière que cette violence a de se nourrir d'elle-même et de ne faire que grossir, et qui mène toujours à rien. Je ne sais pas si vous vous rappelez du final de Zero Dark Thirty, qui était quand même, même le final de Demineur, qui était aussi très fort là-dessus. Ici, donc c'est des films qui sont, on va le dire, violemment désespérés, moi je trouve. Ici, dans Détroit, elle parle clairement du racisme, comment le racisme est une espèce de marais puant qui se propage, qui est complètement endémique, et qu'il est structuré dans la société américaine, quoi. Le film est très clair dès le début sur ça, quoi. Et aussi, je trouve que narrativement, c'est un film qui est d'une ambition dingue, qui commence de manière hyper éclatée. Il y a énormément de protagonistes, on ne sait pas vraiment, il n'y en a aucun qui est plus mis en valeur qu'un autre. On met très très longtemps à savoir quels seront les personnages qu'on va suivre jusqu'au bout. Ça participe au fait de nous foutre sous tension, parce que après, dans la deuxième partie du film, on se demande tout le temps s'ils vont se sortir de ce guêpier dans lequel ils sont ou pas. Et aussi les les 4 parties du film avec le prologue ont des temporalités vraiment extrêmement différentes. On a beaucoup parlé de la longue scène d'interrogatoire qui est étendue sur plus d'1 heure, je pense, au milieu du film, et qui culmine, je trouve, dans une scène où donc du coup le personnage principal, le chanteur des Dramatics, va essayer de s'échapper, et on dirait que c'est la nuit des morts vivants, quoi. Il sort, il a ses lampes torches de partout, et il se rend compte qu'il a aucune échappatoire, il est obligé de revenir à sa place de prisonnier. C'est vraiment une espèce de métaphore du film à l'intérieur de lui-même. Voilà, et puis la mise en scène, la mise en scène de Bigelow qui te fout sous tension dès les premières minutes, qui t'attrape l'estomac et qui te lâche plus. On est vraiment dans un état où on ressent le fait que cette ville est une vraie cocotte minute, et qu'à la moindre escarmouche, tout peut péter. Tout est possible, et je pense qu'il y a un aspect dans l'intro du film, on voit vraiment les troupes débarquer dans les rues. Il y a une séquence pour moi qui reprend quasiment celle d'Assaut Carpenter, qui est la mort d'un enfant qui est quasiment filmé hors champ. Un soldat sur son char voit un rideau s'ouvrir. Nous, on sait, parce qu'on a eu le contre-champ, que c'est une gamine qui est en train de regarder dans la rue, et il y a un tir. Dès le début, elle t'impose le fait que tout est possible, et la violence n'a aucune limite, quoi. Il y a un truc assez passionnant dans la fascination qu'a Bigelow pour les révoltes. En voyant Détroit, je repensais à la fin de Strange Days. C'est vraiment quelque chose qui semble la porter au fil de ses films, je trouve. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant dans son cinéma. Ma petite réserve, elle concernait plutôt le côté dans cette scène d'interrogatoire où je trouvais que
dans le traitement des personnages, il y avait quand même quelque chose d'un peu démonstratif, et principalement sur le personnage du jeune flic, raciste, tortionnaire, etc., qui a un peu prend en charge tout l'aspect racial et tous les défauts des autres. Par rapport à cet aspect du flic, je suis pas forcément d'accord parce qu'il est clairement montré comme un personnage raciste, effectivement, qui a déjà tiré dans le dos d'une personne en pleine rue et que sa hiérarchie laisse faire. Donc je trouve qu'elle a quand même l'intelligence de te montrer ça avant pour ne pas juste être dans une figure démoniaque, de mal incarné, raciste, etc. Je suis d'accord avec toi, Manu. Maintenant, je trouve que sur ces personnages, le film peut avoir un côté assez binaire, mais qui est rattrapé, justement, comme tu le disais, Oli, par la virtuosité de sa mise en scène. Toutes les métaphores et ce que raconte Bigelow à travers sa mise en scène qui dépasse le propos sur papier du film, qui est limité, je trouve. This city has problems, but change is coming. I told you what I saw. I'm trying to help here. Change is coming. They're kids. What's the matter with you? Change is coming. They're gonna kill us, man. Change is coming. I need you to survive the night. Survive the night. Et maintenant, dernière partie de cette émission, on passe aux conseils. Quelqu'un est chaud pour commencer sur les conseils ? Moi, je veux bien commencer. Ah, Lucien, vas-y. Moi, je vais vous conseiller un film qui est sorti fin de l'année passée en France, qui n'a pas vraiment eu de sortie, ou qui n'a pas en tout cas de date prévue en Belgique, mais je sais que, par exemple, pour prêcher pour ma paroisse, il y aura au moins une projection au Grignou, à Liège. Donc on peut espérer qu'il aura peut-être quelques projections ailleurs en Belgique, qui est A Ghost Story, le dernier film de David Lowery, que j'ai découvert un peu par hasard et dans la même soirée que Les Amants du Texas. Et c'est marrant parce que les films sont très différents et en même temps ont beaucoup de choses en commun. Ce sont deux variations autour d'histoires d'amour impossibles, rendues impossibles par la criminalité d'un des deux héros dans Les Amants du Texas et par la mort simplement dans Ghost Story. Il faut passer au-delà de son format carré avec les bords arrondis de l'une ou l'autre scène. Je pense à une scène particulièrement qui est une scène où Rooney Mara mange une tarte en plan fixe pendant 5 minutes. C'est au tout début du film et on se dit un peu bon merde où est-ce qu'il va aller, mais une fois qu'il a dépassé ça, quand on prend le pari de croire en Casey Affleck couvert d'un drap avec 2 trous au niveau des yeux, c'est vraiment ça. Qui joue donc un fantôme, mais littéralement sous un drap de lit, qui se salit au fur et à mesure du film. C'est un film assez improbable, comme je le dis depuis tout à l'heure, mais qui m'a vraiment touché. L'histoire d'un fantôme amoureux de quelqu'un d'autre et qui va traverser les âges et qui ne va jamais arrêter d'être amoureux de cette femme de Rooney Mara, qui va la voir passer à autre chose, qui va voir tout ce lieu auquel il est attaché changer à travers les époques. Il y a aussi de très très belles scènes où 2 fantômes communiquent avec des cartons, mais on se croirait dans un film des années 20. Ou dans The Artist. Ou dans The Artist. C'est un film qui a l'intelligence aussi d'être très court, je pense qu'il fait 1h20. Voilà, un cinéaste à suivre, on verra vers quoi il va aller, s'il va se poser, faire des choses plus classiques, moins conceptuelles et peut-être moins ardues à l'avenir. Très bien, Julien. Oui, donc moi je voulais vous parler de Florida Project, qui est un film de Sean Baker, qui est déjà en salle depuis un petit bout de temps là, qui m'a beaucoup touché parce que il allie un côté très pop, très coloré, très LSD, et des personnages très vulgaires, un langage vulgaire, avec des émotions assez pures et assez naïves. Et je trouve que ça fait un mix assez intéressant. Il y a une gamine qui a 7 ans, qui s'appelle Brooklyn Price, qui est absolument fabuleuse dans le film. C'est le premier film que je vois de Sean Baker, mais ça me donne envie de voir ses précédents, parce qu'il traite de cette Amérique profonde avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'humour, en fait. Ok.
De mon côté, je vais recommander en fait en 2017, mi-2017 je crois, Wildside a fini de faire ses ressorties autour des films que Kurosawa a tournés au sein des studios Toho. Ils avaient commencé ça en 2015, donc ça a pris du temps, mais bon, il y a quand même 17 films qui sont ressortis, donc un corpus de films qui s'étale entre 1944 et 1970. C'est quand même le studio pour lequel il a fait le plus de films, c'est quand même son studio, on va dire, de cœur, où il a fait ses débuts et qu'il a quitté avec Dodescaden en 1970. Voilà, c'est une somme, hein, il y a énormément de films à voir, à revoir, à revoir. Des films moins connus comme Un merveilleux dimanche ou Vivre dans la peur, des films qui étaient disponibles mais dans des copies dégueu du genre Vivre, ou bien sûr le super diptyque Yojimbo Sanjuro. Voilà, on peut voir toutes les facettes de ce génie incroyable du 7e art qui a traversé le 20e siècle. Bon, enfin, un de mes réalisateurs préférés. Il y a la tragédie historique, Le Château de l'Araignée, t'as des Shambara, t'as des films d'action épique à la Forteresse cachée, il y a des polars, il y a des films néo-réalistes, enfin dans une veine néo-réaliste. Et puis ça couvre tout son travail du noir et blanc, jusqu'à Barberousse, qui va être quand même un aboutissement en 1965, un film où le noir et blanc est vraiment magnifié, même un film un peu trop peut-être conscient, enfin, c'est un très très grand film, mais peut-être un peu trop conscient de sa grandeur et de sa maestria. Et on va avoir son premier film en couleur qui est Dodescaden. C'est un cycle qui couvre quand même pas mal des nombreux longs métrages qu'il a tourné avec Toshiro Mifune, parce que Barberousse sera aussi le dernier film qu'il fera avec ce grand acteur. Donc voilà, des films à voir, à revoir, à voir chez soi, et puis quand on n'a plus foi en cinéma, on met Entre le ciel et l'enfer, et puis on prend une claque, et puis on y retourne, quoi. Ok, Manu, quel sera ton conseil ? Mon conseil, c'est un film qui est sorti en tout début 2018, qui est Burnout, un film d'action français par le réalisateur Yann Gosselin, qui avait auparavant réalisé Un homme idéal avec Pierre Ninet et Captif avec Zoé Félix. Le personnage principal est interprété par François Civil, qui est un passionné de moto, qui va effectuer des go-fast pour protéger sa petite amie. Le film colle constamment au point de vue de son personnage principal, vraiment une volonté à la fois le travail de cadrage, de sound design, d'épouser vraiment le point de vue du personnage. C'est un film qui détonne un petit peu dans le paysage du film français tel qu'on le connaît, du film populaire français tel qu'on le connaît. Et ça donne envie, puisque Guillaume Lemant, qui est donc le scénariste du film, qui a été le scénariste des films de Fred Caillavet, de Mea Culpa, de Pour elle ou de À bout portant, est passé maintenant à l'étape de producteur et produit 2 films qui sortent dans les 2-3 mois à venir, qui sont l'un qui s'appelle Dans la brume, dont la première bande-annonce vient de sortir, un film avec Romain Duris, qui fait assez penser à une adaptation de The Mist de Stephen King en plein Paris, dont la bande-annonce est assez intéressante. C'est un premier film, et le réalisateur a auparavant réalisé un court-métrage assez sympa qui était Superman n'est pas juif, mais moi je le suis, que je vous conseille vivement. Et un autre film qui est une adaptation d'un roman français, La nuit qui a dévoré le monde, qui se veut comme un film post-apo français. Donc voilà, des propositions de cinéma de genre français qui ne sont ni